J'ai jamais monté de boîte, donc je pars d'une feuille blanche. Premier recrutement, ça a été recruter des techs. Et quand on était un founder non tech, c'est extrêmement difficile. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, souvent, on avait vendu le produit avant de l'avoir fait. On n'est personne parce que bordelais ou français, on n'est pas américain. C'est pas à recruter des sales aux États-Unis qui m'ont fait signer des contrats. Donc nous, en fait, le monde, il a complètement changé entre lever 100 millions qu'on devait dépenser entre 12 à 18 mois et puis 3 mois après, les investisseurs qui me disent qu'il faut qu'on soit une boîte rentable. Bonjour à tous, c'est Salim Assad et bienvenue sur Scale to America, un podcast de New Fund. Ensemble, nous allons explorer les clés de la réussite des startups aux US. À chaque épisode, nous plongeons au cœur des expériences vécues par des fondateurs ambitieux qui ont osé franchir le pas pour étendre leurs activités aux États-Unis. Ils nous partagent sans filtre leur parcours et nous offrent des conseils précieux pour réussir à scaler aux US. Let's go. Alexandre, bienvenue. Merci. Ravi de te recevoir sur Scale to America pour parler d'un sujet qui nous est cher, qui est l'expansion américaine de Infinite. Bon, j'ai beaucoup de questions pour toi. Mais avant, est-ce que je peux te laisser très brièvement te présenter et nous expliquer, Infinite, c'est quoi? Ouais, écoute, Alexandre, donc j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants, je suis franco-américain. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et en 2017, j'ai créé ce qui est aujourd'hui Infinite. Ouais, mais au tout début, c'était pas ça. C'était une plateforme pour créer des visuels en 3D pour l'immobilier. Et aujourd'hui, Infinite, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de transformer de la donnée 2D en donnée 3D et d'utiliser cette donnée 3D de manière quasi illimitée pour créer des expériences visuelles. Donc, c'est des images, des vidéos, avec une première application pour le retail. Super. Et je reviens sur tes débuts parce qu'effectivement, tu parlais de ton parcours en tant qu'avocat. Quand j'ai regardé ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre? C'est vrai que tu avais une carrière toute tracée, prestigieuse d'avocat d'affaires, sur laquelle tu aurais pu, voilà, je pense bien te développer et du jour au lendemain, tu décides de tout plaquer, quoi. Ouais, écoute, non, c'est une super question parce que je pense que c'est ça qui drive tous les choix et même les choix qu'on fait encore aujourd'hui, qu'on a fait pour Infinite et qu'on fait encore pour Infinite. Moi, le driver, c'était comment est-ce que je peux avoir plus d'impact? Et en tant qu'avocat, donc moi, j'ai commencé à faire du M&A dans un cabinet magnifique. Mais rapidement, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'impact. On était sur des très, très gros deals, mais j'avais pas assez d'impact. Donc je me suis dit: comment est-ce que je peux avoir plus d'impact? Donc la première étape, c'était, je vais arrêter d'être dans un grand cabinet à conseiller des grands clients avec des acquisitions à des milliards et je vais essayer d'aller avoir plus d'impact auprès de plus petites entreprises. Donc j'ai créé un cabinet, enfin j'ai participé à la création d'un cabinet, où là, on accompagnait des petites entreprises et là encore, j'en avais marre d'être conseil, en fait. J'en avais marre de donner des conseils. Je veux dire: «Mais en fait, si je veux avoir plus d'impact, il faut que je sois dans l'économie, moi-même et que je sois opérateur» et c'est ça qui m'a amené à essayer à me lancer en tant qu'entrepreneur. Et au début, en tant qu'entrepreneur, c'était, rapidement, j'avais un besoin, j'étais en train d'acheter un bien immobilier et puis je me rendais compte que c'était quand même une catastrophe l'expérience et donc c'est comme ça que je suis. D'accord. Donc tu pars vraiment d'une feuille blanche, en fait. Tu as pas d'expertise particulière sur le secteur d'Infinite. Zéro expertise, je suis pas tech, zéro expertise, d'abord sur cette activité, de digitalisation des assets dans l'immobilier, zéro expertise dans l'immobilier, zéro expertise, j'ai jamais monté de boîte, donc je pars d'une feuille blanche. D'accord. Et tu peux nous raconter un petit peu au début, parce que la société s'appelait pas Infinite au début, hein, comme tu l'as dit, ça s'appelait Upstairs, donc ça a commencé en 2017. C'était quoi le concept initial? Enfin, tu l'as un petit peu évoqué. Quand je dis c'était quoi le concept initial? Mais quels sont les éléments qui ont fait que tu t'es lancé dans cette idée et un peu les premières étapes de développement de la boîte, les premières rencontres, les premiers recrutements, et cetera? Alors le concept de Stars au début, c'était de dire, c'était très simple, c'était de permettre d'avoir une meilleure expérience, en ligne pour, l'achat ou la location d'un bien immobilier. Et pourquoi m'être lancé là-dedans? C'est parce que je venais de me marier, et on était en train d'acheter notre premier bien immobilier et j'étais extraordinairement frustré de l'expérience en ligne où tu voyais soit pas d'images, soit des images, qui étaient, de biens, pas décorés, soit, des biens qui nécessitaient des travaux, tu pouvais pas te projeter. Et c'est à ce moment-là, pour remettre en perspective, où tout le monde investissait sur Miro, qui était cette plateforme de photographes qui permettait d'apporter une meilleure expérience, mais avec des vraies photos. Et moi, j'étais convaincu, sans être tech du tout, qu'en fait, c'était une aberration de faire ça avec des humains et qu'il fallait faire ça par de la technologie. Et donc, je me suis dit: attends, je vais créer la première plateforme qui permet de, transformer une image, d'un environnement dans une image, augmentée, donc
décoré dans lequel le consommateur peut se projeter. D'accord et ça a duré, en tout cas cette phase-là, sur la première itération de ce que va devenir Infinite derrière, ça a duré à peu près 1 an, d'accord et ensuite tu pivotes. Tu avais des clients? C'était quoi, au moment où tu as pivoté, En fait, ça part assez vite et rapidement, on a des clients, on répond à un besoin, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans cette, bon, c'était aussi toute cette économie, hein, en ligne, hein, qui démontrait que l'expérience consommateur passait par le visuel. Donc, encore maintenant, ça paraît évident, mais à l'époque, bah, plus de visuel égale plus de trafic, plus de clics, plus d'engagement. Donc on est dans cette économie-là, et on a rapidement des clients, donc des agences immobilières, des promoteurs. Mais pareil, je trouve, pas assez d'impact. Je me dis, franchement, on crée une super techno, mais le web, c'est pas que l'immobilier. Les gens achètent des produits tous les jours et si on pouvait, faire plus en leverageant la technologie qu'on a développée, pour un marché, plus ambitieux, plus global et on se dit, bah, à la place en gros, de mettre en valeur des biens, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas en valeur des produits, dans des environnements? Et fin 2017, je connaissais personne dans le retail, je connaissais pas le retail, mais je vais avec, j'essaie de rencontrer des directeurs marketing et je rencontre à l'époque le directeur marketing de Conforama qui accepte de me recevoir, à qui je dis: «Écoute, on va faire un test, on va faire une campagne, d'acquisition, où ça renvoie sur ta page avec tes images et une campagne d'acquisition, qui renvoie sur ta page avec mes images, mes expériences» et coup de bol, on fait, x5 donc c'était une petite campagne x5 et là, on signe un contrat de 250 000 €. C'était plus que tout le chiffre d'affaires qu'on avait fait en 1 an, sur l'immobilier et donc c'est ça qui a déclenché, ce pivot. et tu en sors aussi avec j'imagine une technique de vente, ou en tout cas un playbook pour faire tes ventes qui peut-être a bien marché pour la suite. Ouais, c'est sûr que ça a marché pendant quelques temps parce à cette époque-là, fin 2007, début 2018, l'expérience, que tu avais de produits en ligne était très, très, limitée et donc quand tu arrivais avec une expérience augmentée, les la performance était, immédiate, quoi. Et le pivot s'est ressenti comment? Tu avais déjà des investisseurs peut-être à cette époque-là? Tu as déjà quelques clients, tu as déjà des gens qui travaillent avec toi. Comment est-ce qu'on gère, cette période qui est finalement assez classique dans la vie d'une startup de devoir, se repositionner? Comment on remotive les gens? Comment on change le discours? Comment on va voir ses clients? Comment on va voir ses investisseurs pour leur expliquer? Alors, c'est une super question parce que c'est pas du tout évident et nous, c'était, en fait, ça s'est fait, en parallèle. En fait, on n'a pas, tué l'activité immobilière. On a rajouté à cette activité immobilière une activité, retail et en fait, progressivement, on s'est rendu compte que cette activité, les retail, en fait, elle était beaucoup plus importante jusqu'au point où on s'est dit, focus, et mais c'était 2 ans après, on a appelé tous nos clients et nos investisseurs et ce qui a pas été facile, hein, mais c'était plutôt 2 ans après, on leur a dit: «Écoutez, on arrête tout Ils l'immobilier». se sont dit: «On a perdu notre argent». Ah ouais, ils se sont dit: Non». Alors il y en a qui disent: «Mais attends, je comprends pas, on a investi sur l'immobilier». Il y en a d'autres qui ont dit: «Franchement, bravo», enfin, ils étaient assez encourageants de dire: «Non, mais il y a une traction, une plus grosse, opportunité et il y a, ben, une décision du management d'être focus». Donc ça remplissait pas mal de cases, mais c'était pas évident. D'accord, donc à ce moment-là, toi, tu es convaincu, de la direction, que prend la boîte et assez rapidement, tu réalises que tu as envie de faire des US ton marché prioritaire et pourquoi assez rapidement alors que, entre guillemets, tu es encore une petite start-up qui aura une très belle histoire par ailleurs, mais par la suite, mais pourquoi tu te motives à y aller aussitôt? Qu'est-ce qui te fascine finalement dans le marché américain? Alors je pense que déjà, nous encore une fois, ce qui drive, vraiment tous mes choix et les choix de la boîte, c'est comment est-ce qu'on peut faire, plus? Comment on peut avoir plus d'impact? Et donc moi, je me suis toujours dit déjà le retail était plus gros, on pouvait avoir un impact plus grand, faire une plus grosse boîte, faire quelque chose de ça c'est le 1er élément. 2e élément, moi j'ai créé la boîte et avec l'équipe, on n'est pas là pour être deuxième. Donc, nous, tous les choix qu'on a fait, même dans les choix des investisseurs, c'est on veut être on veut être le leader de notre marché et le 3e élément, en fait, on a toujours, cherché à être à l'international. C'est-à-dire que, dès le début, j'ai commencé à chercher des clients à l'étranger. J'ai été toujours convaincu que le marché de 70 millions de consommateurs en France, ça allait faire une super ETI, mais ça ferait jamais une boîte, mondiale et donc, on avait commencé par signer des clients en Suède et après dans le retail, pour le coup, j'étais convaincu, très tôt que, pour être successful dans le retail, il fallait être aux États-Unis qui était le plus gros pays où il y avait, du retail. Et ça, entre guillemets, ce mindset international dès le début, comment est-ce que tu le mets en place auprès des équipes? Ça veut dire que tout est en anglais, tu recrutes des collaborateurs qui sont anglophones,
Comment est-ce que tu le traduis matériellement, tu vois, avec tes équipes ou dans la culture d'entreprise? Alors, il y a 2 éléments. Nous, on a toujours eu une équipe internationale, mais avant même de vouloir être aux États-Unis, on avait, je me souviens, c'était en 2018, on devait avoir 10 nationalités dans la boîte. Sur combien de On était, peut-être une trentaine de collaborateurs, il y avait 10 nationalités. Il y avait des gens qui venaient de Chine, de Turquie, de Grèce, du Brésil, il y avait pas d'Américains du tout, ni d'Anglais, mais et donc ça est rapidement est devenu et beaucoup de gens d'Europe de l'Est, d'Ukraine, de Russie à l'époque, et donc rapidement, en fait, le dénominateur, ça commençait à être l'anglais et ça, c'est sur l'aspect entreprise, mais c'était plus côté, tech, tu vois? Côté, recherche, tech. Et après, côté go-to-market, là, pour le coup, moi, j'avais une équipe go-to-market, en France et tout le go-to-market, hors de France, c'est moi qui le faisais. D'accord, et comment tu fais pour recruter tous ces profils? Parce que, normalement, tes premiers recrutements, c'est ton réseau, le réseau étendu. Et comment tu fais pour recruter, 10 nationalités sur les 30 premiers recrutements? Ça paraît assez exceptionnel. Alors après, en fait, nous, on a eu, bah, déjà, moi, je suis pas tech, donc moi, le recrutement, ça a été, très difficile, très tôt. Premier recrutement, ça a été de recruter des techs et quand on tu un founder, non tech, c'est extrêmement difficile. Donc déjà, au début, les premières C'est pas crédible? tu pas crédible, tu te fais quand même pas mal embobiner, donc beaucoup d'erreurs, beaucoup de recrutements puis d'arrêts dans les collaborations. Donc déjà, moi, la première chose, c'est que j'ai commencé à recruter des CDI et ça a pas marché. Donc les premières plateformes, je les ai développées avec des agences, ce qui est complètement au contraire au playbook, mais c'était comme ça qu'on a parce que ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, souvent, on avait vendu le produit avant de l'avoir fait. Il y avait une vision claire de ce qu'on voulait faire, pitché, vendu, mais on avait Tu à l'américaine. à l'américaine, voilà, exactement. Et donc, en immobilier, ça a été le cas, Conforama, ça a été le cas, qui était notre premier client retail. IKEA, on a signé, en 2019 un contrat énorme avec IKEA. On n'avait pas la techno n'était pas développée. Mais assez rapidement, j'ai pu avoir, des numéros 2, des numéros 3 qui, eux, ont commencé à recruter, des gens et ça s'est fait assez naturellement où les talents qu'on cherchait, qui étaient des talents assez particuliers entre 3D et machine learning, ils étaient pas que français, quoi. Mais ça s'est pas fait, grâce à moi, ça s'est fait grâce aux piliers, tech et produits que moi j'avais recrutés qui, eux, avaient la crédibilité pour recruter auprès de gens, experts et ces experts, ils étaient internationaux. Et si on revient sur, cette phase d'expansion US, de ce que je comprends, ça a démarré aussi avec des échanges que tu as eus avec, ou un accompagnement de Business France à San Francisco. Je pense que c'était peut-être un petit peu avant que ça démarre réellement. Ça a été quoi leur rôle? Comment est-ce qu'ils t'ont accompagné? Est-ce que, tu recommandes d'avoir ce type de partenaire pour y aller, pour se sentir moins seul? À quel point ça a été structurant, pour la suite? Alors, déjà moi le développement US, il a commencé déjà par moi chercher des clients. Alors là, tu fais quoi? Tu es à quoi quand en chiffre d'affaire? Ah Enfin, mais c'est on est à rien donc mais je viens de signer IKEA avec une promesse de chiffre d'affaires donc j'envoie, en marketant ce qu'on fait pour les autres, pour, des marchés Walmart. Puis après je fais ça sur plusieurs, entreprises. Et donc ça c'est pré-covid et je me souviendrai toujours donc on signe personne et fin 2019, début 2020, on est, en train de signer notre premier client aux US, $500 000 d'ARR, enfin super, génial, je suis hyper fier et cetera et le 10 mars 2020, je leur envoie un markup où je leur dis mais tu vois, c'est bref, je leur demande que le droit applicable soit le droit français, ce qui est une aberration, idiote du petit français égocentrique, voilà et puis 14 mars, bah, c'est covid, fermeture, donc tout s'arrête. Donc grosso modo, donc ça c'est un 1er élément et en parallèle de ça, effectivement, je me suis dit qu'il fallait que je sois accompagné, donc j'ai fait le programme Impact avec Business France qui m'a été très utile pour déjà, rencontrer, Henri de Newfund que j'ai rencontré, à ce moment-là dans ma vie professionnelle, et pour commencer à être mis en relation avec, bah, enfin, confronté à des VC américains, confronté à l'écosystème américain. Donc oui, je recommande. Je recommande cette immersion qui est indispensable. D'accord, et à ce moment-là, on peut dire, tu es une jeune start-up, enfin, je sais pas si, vous considérez comme étant une start-up bordelaise ou française, ou voilà, mais on peut dire, tu es une start-up bordelaise, entre guillemets «inconnue» sur le gros marché, extrêmement compétitif américain. C'est quoi quand tu es, j'imagine tes papiers crayons à la main, tu fais ta roadmap sur comment tu vas aller conquérir le marché US. Qu'est-ce que tu écris, quoi? C'est quoi tu vois, c'est quoi ton est-ce que tu dis: «Je fonce et on va voir, je vais remuer le cocotier, je vais voir, on va voir ce qui ressort»,
ou est-ce que tu as une stratégie claire que tu as envie de dérouler? Comment ça se passe? Voilà, quand tu es aussi petit, que tu arrives sur un marché aussi gigantesque. Alors déjà, c'est premier élément, c'est grosse désillusion. Effectivement, on est personne. On est personne parce que bordelaise ou français, on n'est pas américain. On a levé très, très peu de fonds. On a, peu d'ARR, on n'a pas de produits reconnus, donc on est juste personne et c'est là où, Henri, de Newfund m'a vachement aidé pour me donner un peu les clés de qu'est-ce qu'il fallait que j'atteigne pour pouvoir être éligible à un process de scale aux États-Unis, qui se résume à avoir des clients américains et donc tout mon focus à partir de là, ça a été de dire: «Comment est-ce que j'ai des clients américains?» Et donc de manière, ils appellent ça relentless aux États-Unis, donc en prenant que des claques, j'ai, orienté plus de 50 de mes efforts marketing et commerciaux pour, aller essayer de chercher des clients américains, avec, pas mal, d'erreurs, hein. 1re erreur, c'est j'ai commencé à recruter des sales aux États-Unis alors que mon produit était pas prêt, mon go-to-market était pas prêt et en fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent à ce moment-là et Donc recruter des sales avant que toi, tu puisses faire des ventes aux US. Donc exactement. tu sais pas exactement comment ça marche? Je sais pas comment ça marche en disant, bah, là, tu as un mec, tu dis: «Bah, attends, c'est l'ancien, top sales d'Adobe qui a vendu tout le retail à Lowe's, machin et cetera, donc c'est sûr, Il va t'ouvrir. il va m'ouvrir les portes». En fait, tu te rends compte que le network, c'est pas du tout ça qui ouvre les portes, en tout cas pas dans le retail. C'est pas recruter des sales aux États-Unis qui m'ont fait signer des contrats. Ce qui m'a fait signer des contrats aux États-Unis, c'est être, 1 relentless et 2 faire évoluer mon produit, qui, en 2020, fin 2020, a commencé à être mature et les gens qui m'avaient toujours dit non pendant les 3 années d'avant de démarchage ont commencé à prendre des rendez-vous parce que le produit que je leur présentais, qui était une plateforme qui permettait de créer des images, et des expériences produits en un clic, répondait à un besoin énorme à ce moment-là de la période du covid où il fallait digitaliser toute l'expérience. D'accord. Tu as dû l'adapter le produit par rapport au marché sur lequel, enfin, sur le marché hors US? Non, en fait, j'ai adapté le produit. Nous, on a pivoté plein de fois, mais donc on est passé de l'immobilier au retail. Du retail, on est passé à une plateforme qui permettait, de créer des expériences dynamiques, en ligne qu'on avait vendues à IKEA. Là, covid arrête, tout le monde dit: «Bon, il y a plus d'innovation, nous, en fait, on est en train de mourir, on veut juste être capable de créer on ferme les magasins, on n'a plus de photoshoot, on veut créer des images» et donc là, je pivote toute la tech que j'avais développée pour permettre, de créer des images en un clic à n'importe quelle équipe marketing et c'est ce produit-là, que j'ai présenté aux États-Unis et en France, qui a accéléré beaucoup plus fort aux États-Unis. D'accord, et donc à ce moment-là, c'est toi qui fais les ventes parce que, voilà, entre guillemets, «les premières ventes aux US», tu dois les faire. Là, on est en 2021, la boîte se développe très bien, et tu décides de faire une série A. Jusqu'à présent, tu avais plutôt levé, avec des investisseurs, français, plutôt des business angels sur 1 ou 2 tours qui étaient pas très élevés. Et là, tu lèves 15 millions en série A avec un fonds, hyper prestigieux, USVP, qui est un très beau fonds américain. Ça se passe comment les discussions avec eux? C'est quoi la grande différence avec les discussions que tu avais eues avec des investisseurs français en termes de rapidité, prise de décision, intensité, ce qu'ils demandent, ce qu'ils regardent? Ça change quoi? Est-ce que Alors, nous, en 2021, on décide de faire une série A. tu le sens parce que tu le sens dans tes chiffres, tu Commence à avoir de l'attraction, on voit un vrai produit, il y a une vraie vision, ça répond à un vrai besoin, on a un pipeline qui augmente, donc on veut faire une série A. On commence à vouloir faire la série A en janvier 2021 et grosso modo, ça prend énormément de temps avec les fonds français. C'est-à-dire c'est-à-dire? Ouais. c'est-à-dire que, bah, de janvier à avril, il y a pas assez de chiffres, c'est super, on adore la vision, mais amenez-moi plus de traction commerciale. Donc il y a jamais assez. Alors qu'on est quand même en train d'accélérer, tous les mois de manière énorme. En gros, on passe de 300 000 à 1 million d'ARR en 3 mois, et on signe Walmart. Walmart qu'on signe en 6 semaines sur la base de la démo qu'on avait envoyée. On signe Walmart, qui est le plus gros retailer aux États-Unis et donc en avril 2021, je commence à recevoir des term sheets de fonds français, des propositions, où en gros, ils me proposaient, d'investir 3 millions d'euros sur une valo à 15 millions. D'accord. Mais toi, à ce moment-là, tu avais annoncé combien en montant levé, le montant que tu voulais lever? J En fait, j'avais pas vraiment, j'aurais aimé lever 10 millions moi, parce que j'avais fait mon BP sur 10 millions, mais on sait pas C'est le vraiment. marché qui a parlé, quoi. C'est le marché qui a parlé et donc là, j'appelle Henri que j'avais rencontré 2 ans auparavant. Je lui dis: «Écoute Henri, on en avait parlé, j'étais pas éligible à l'époque, mais là, j'aimerais avoir ton avis. On vient de signer Walmart, dans le pipeline, j'ai Amazon, j'ai, City Furniture, ça scale en France et voilà ce qu'on me propose» et là, Henri, donc investisseur français mais aux États-Unis, me dit: «Non Alex, je pense que tu as raison. Je pense que tu peux faire plus ici, tu as une belle histoire, une belle traction, un produit, un market fit, une équipe, une crédibilité.
Et donc là, il me présente 2 personnes. Il me présente, Dafina de USVP et Matt de Insight et ça, on est en avril, fin avril, donc j'ai déjà reçu des term sheets, hein et là, Insight me dit très rapidement, «Écoute, super, on adore, mais pas assez de traction, tu que 6 mois, enfin pas assez de data, tu que 6 mois de traction, donc il faut plus», voilà. 6 mois de traction américaine. Non, même pas 6 mois de traction sur ce nouveau produit et là, pour le coup, Dafina du SVP, elle, 1er meeting le jeudi, 2e meeting le samedi et en termes, en grosso modo, elle a préempté le deal en 7 jours. J'ai pas dormi moi pendant 7 jours, mais en termes d'intensité, de niveau des questions, de deep dive dans la boîte, dans la techno, dans les clients, c'était, énorme. Donc en 10 jours, elle a été capable, de comprendre mon business mieux que n'importe qui. Elle a interrogé mes clients, aucun fonds français l'avait fait et 10 jours après, elle me fait une term sheet de 15 millions sur 45 millions de valo. Waouh, donc là, c'est, tu te dis, voilà, il se passe quelque chose. Ouais et je me dis: «Bon, en fait, bon, merci Henri déjà, bonne intuition de me dire qu'il fallait que j'aille voir aux États-Unis» et grosso modo, ça valide que, bah, on peut avoir de la valeur aux États-Unis et que notre marché peut être, encore plus américain. D'accord. Donc ce qui fait que tu réussis à craquer un petit peu la partie levée US. Après, tu pas forcément fait un roadshow, tu pas parlé à beaucoup J'ai de vu 2 personnes. voilà, tu as vu 2 personnes. Donc il y a des raisons de penser que si tu avais, voilà, si tu avais fait un roadshow, tu aurais reçu beaucoup plus d'offres et cetera sur la base, finalement de choses qui sont à partir du moment où tu as, une belle traction plus des clients, blue chip significatifs. On peut se dire que c'est suffisant pour aller commencer à discuter avec des fonds américains. Sans ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Sans ça, je pense que c'était impossible. Nous, ce qu'elle craquait et ce dont je me rendais pas compte, c'est qu'en fait, ce que me disaient les fonds et même les mutuelles, personne, même les sociétés américaines, au bout de 5 ans, signent Walmart. Walmart, c'est, dans le retail aux États-Unis, c'est la boîte la plus difficile à signer et au bout de 3 ans, tu signes 50 000. Nous, on avait signé 300 000 en 6 semaines avec une perspective de monter à 1 million dans l'année et ce qu'on a fait en plus. D'accord, donc oui, ça effectivement, tu avais un vrai élément de preuve qui était très, très structurant. Si on avance à peu près 5-6 mois après, il se passe un truc de dingue. Donc tu lèves 15 millions avec USVP. Et là, tu signes une levée de fonds série B record dont tout le monde va entendre parler, de 100 millions de dollars avec Insight. Pourquoi lever autant, aussi rapidement? Et comment on fait pour convaincre un VC américain de mettre 100 millions de dollars dans ta boîte, quoi? Alors que 2 ans avant, 1 an et demi avant, tu étais en train de chercher 3 millions. 2-3 millions avec des discussions qui duraient 3-4 mois, quoi. Alors moi, j'étais toujours persuadé que, encore une fois, on voulait être le leader du marché et on a eu plusieurs term sheets, hein, de fonds, même certaines avec plus d'argent à des meilleurs valos, pour la série B. Mais nous, le choix qu'on a toujours fait, c'est de se dire, en fait, quel va être le meilleur, catalyseur pour, faire de nous, les meilleurs et la plus grosse boîte possible dans le marché. Donc, entre 21 juillet 2021 et janvier 2022 où on ouvre la data room de la série B, nous, on continue à accélérer notre chiffre d'affaires de manière, énorme. Grosso modo, sur 12 mois entre fin 2020 et fin 2021, on passe de 350 000 à 4 millions d'ARR, principalement aux États-Unis avec Fois 10 quasiment. on fait plus que x10. On fait plus que x10 avec, Walmart, avec Amazon, avec Wayfair. On vient de signer Wayfair qui est, sur le marché américain, c'est la boîte, retail la plus tech, donc avec des vraies validations et des perspectives où on passait, les projections de passer à 15 millions d'ARR l'année d'après. Donc, grosse traction, après, des besoins de financement qui commencent à se faire ressentir parce que le scale, il faut le financer et puis des gros besoins, techno à développer. Donc, rapidement, voilà, on décide de faire une série B. Il y a aussi une intuition qui se dit: «Là, il y a une grosse hype, il faut lever l'argent maintenant parce que, voilà». Donc c'est l'instinct de survie de l'entrepreneur. Il y a l'argent est entre guillemets «disponible», c'est maintenant, il faut le prendre. Il y a un instinct très clair qui me dit: c'est le mom il y a un moment à prendre aujourd'hui et l'opportunité, elle est maintenant». Sachant que, en fait, on fait ça en série en janvier, mais dès novembre, on discutait avec SoftBank, qui proposait de mettre 70 millions. Donc et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, en janvier 2021, j'ouvre, la data room et là, en fait, Insight, à qui j'avais parlé 6 mois avant dans le CRA, qui m'a dit: «C'est trop tôt», en fait, très rapidement, va préempter le deal aussi. Donc on avait plein on avait Tiger à l'époque, il y avait plein de gens,
Insight, en fait, très rapidement, même process que SVP, eux, ils envoient des VP qui viennent au bureau à Paris, qui dorment au bureau et qui font un deep dive avec mon CFO et moi pendant une semaine. Là, pour pareil, on ne dort pas. Voilà. Et au bout d'une semaine, ils commencent à parler de term sheet. Ils envoient leur general partner de New York pour un dîner pour me dire voilà, qu'est-ce Ça, c'est pour faire la vente. Donc, Voilà, il t'écrit ses exactement. côtés, Et tu passes de. bah, ils savaient que pendant qu'ils étaient là, il y avait plein de fonds qui venaient. Donc, ils savaient qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ils savaient qu'on avait recevait d'autres offres, etc. Et donc, ils me disent, voilà, qu'est-ce qui fait que tu signerais avec nous? Et moi, j'ai dit, bah, en fait, vous, je pense que vous êtes le meilleur fonds pour nous, parce que vous êtes le fonds le plus dur. J'ai pas eu tort. Et donc, vous allez nous tirer le plus haut, mais en revanche, il faut vous aligner sur la valo. Et une fois que je leur ai donné la valo, on s'est serré la main, ils m'ont envoyé la term sheet, c'était fini. D'accord. Donc, bon, je pense qu'on peut dire que entre guillemets, tu sais lever des fonds, ou en tout cas, tu te débrouilles plutôt pas mal. Mais bon, après, faut exécuter, quoi. Parce que tu as 100 millions dans les caisses, c'est pas évident. Je pense que tu as de la pression des investisseurs pour dépenser, parce que plus tu dépenses, plus tu alimentes d'une certaine manière la croissance. Qui dit dépenser son argent qui veut dire recruter des top talents. La question se pose forcément de toi, est-ce que tu dois y aller ou pas? Tu as des contraintes familiales, etc. Bon, première sous-question, entre guillemets, comment tu recrutes des top talents quand tu es une start-up française qui vient d'arriver? Tu fais x10, mais tu restes quand même un petit acteur sur un énorme marché. Quand tu as des gens qui sont payés 300 000 $400 000 pour aller chez Amazon quand ils sortent de Stanford ou de Columbia. Voilà, comment tu fais? Bah, ça, c'est le plus difficile. Pour nous, ça a été le plus difficile. C'est que le marché américain, c'est un marché très particulier. Tout ce qui se passe hors du marché américain n'existe quasiment pas pour les Américains. C'est vrai pour les clients, c'était vrai pour les investisseurs et c'est très, très vrai pour les salariés, pour les talents. Et donc, quand tu es une boîte française, ils s'en foutent complètement. Tu n'es personne, etc. Donc, en fait, la manière, évidemment, les fonds, ils ont été levés pour développer la techno et l'équipe aux États-Unis. Et donc, notre mandat, c'était de développer les États-Unis. Donc, comment on fait? Et là, c'est là où les fonds sont très, très utiles. Le board est très utile parce que c'est grâce à eux qu'on va être capable d'avoir une crédibilité sur le marché américain par la taille de la levée et surtout par les investisseurs qui, là, c'est un network, en fait. Et c'est grâce à ce network qu'on va commencer à recruter c'est un top-down aux États-Unis. On commence par les C-level. Et ces C-level qui viennent par recommandation d'un network sur la crédibilité d'investisseurs et d'un tour, vont eux recruter leurs équipes. D'accord. Donc, quand les talents voient USVP et Insight, ça fait une vraie différence de se dire, voilà, j'ai quand même des fonds prestigieux, connus internationalement qui ont investi dans cette boîte. Donc, c'est un gage de crédibilité énorme. Alors, ouais, tu as ça, tu as le recruteur qui est très important, donc ça passe par un recruteur toujours. Et après les gens sont assez, enfin ils font dehors du deal, donc ils voient aussi le portefeuille de clients. Ils disent: «En fait, c'est pas n'importe qui, ils ont signé Walmart, ils ont signé Amazon, ils ont signé Wayfair, ils sont en train de signer Lowe's». Et donc là, en fait, ils disent: «OK, il y a quelque chose», tu vois? Et à partir de là, bon, nous, on avait de la chance parce qu'on avait un produit très, très visuel. Donc, en fait, les gens tombent un peu amoureux d'un produit qui Ouais, tu as un effet waouh. ouais, qui maintenant, la Gen AI, ça a changé pas mal de choses, mais à l'époque, être capable de créer une expérience visuelle réaliste, une photo, une vidéo en un clic, ça n'existait pas. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a commencé à pouvoir recruter un CTO aux États-Unis, puis un CMO, puis un directeur des ventes, enfin un CRO, un Chief Revenue Officer. D'accord. Et toi, la question se pose, est-ce que tu dois y aller ou pas? J'imagine qu'à 100 millions de dollars, ils veulent voilà, ils préfèrent que tu sois là. Alors moi, je devais déménager. C'était le commitment que j'avais pris même avant les 100 millions avec mon fonds de série A. Donc le fonds de série A, le commitment, c'était que la boîte devienne une boîte américaine et que moi et le management soient aux États-Unis. Donc, comme je suis le fondateur, je devais déménager et après recruter ce qu'ils appellent la C-suite, donc tous les C-level, les directeurs aux États-Unis. Là, on est en 2021-2022. Je dois déménager en septembre 2022. Et en fait, j'ai fini par pas déménager pour pas mal de raisons. On savait pas trop où déménager. Et en fait, in fine, j'aurais déménagé à New York et aujourd'hui, 3 ans après, j'ai personne à New York. Donc en fait, j'aurais fait déménager ma famille pour être dans les avions tout le temps. Et deuxièmement, on n'a pas trouvé le bon cadre pour que je puisse déménager. Donc j'ai fini par pas déménager, mais je suis aux États-Unis une semaine sur 2. C'est ça. Et ça, c'est par rapport aux gens qui se posent la question parce que forcément, il y a toujours cette équation pro-perso qui joue dans une expansion américaine. C'est gérable de faire ça une semaine sur 2, une semaine sur 3.
avec le décalage horaire. En plus, tu es à San Francisco. Voilà, comment tu gères? Bah, alors moi, je trouve ça tu peux le faire, enfin, c'est tout à fait gérable. Est-ce que c'est sain et est-ce que c'est pérenne? Certainement pas. En tout cas, je pense que mais pareil, les choses ont pas mal changé. C'était post-covid dans un environnement extrêmement remote. J'avais pas de bureau fixe, donc moi, j'allais plus voir des clients et quand j'allais voir les clients, les équipes venaient. Aujourd'hui, je pense que si c'était à refaire, si j'avais un bureau physique avec les personnes dans le bureau, je pense que j'aurais beaucoup plus tendance à déménager, pour être dans le bureau avec les équipes. Mais moi, mes équipes aujourd'hui, elles sont, partout aux États-Unis et il y a pas de véritable bureau. D'accord. Et forcément, pendant cette phase-là, il y a des choses qui sont moins bien passées que prévu, j'imagine, en termes de recrutement, d'alignement de culture de boîte entre ton staff aux US et euh, ton staff en France, Europe. C'est quoi les grands défis et les grands apprentissages que tu as eus? Je sais pas, des mauvais recrutements, des choses qui ont mal été faites? Il y a plein de trucs qu'on a mal fait, mais déjà le sujet, c'est que nous, on a levé, juste avant, l'éclatement de la bulle. Donc nous, en fait, le monde, il a complètement changé entre lever 100 millions qu'on devait dépenser entre 12 à 18 mois et puis, 3 mois après, les investisseurs qui me disent: «Il faut qu'on soit une boîte rentable». Donc c'est ça, c'est attention, peut-être que tu ne pourras plus, relever, et Exactement. donc maintenant, Plus, c'est ton argent pour la vie. exactement, c'est plus, ce qu'ils appelaient growth at all cost, mais c'est non, c'est ce qu'ils appellent sustainable growth, c'est de faire une boîte rentable. Ce qui, en fait, est juste un changement de paradigme. Nous, on a monté une boîte, qui devait, dépenser pour, grandir et se développer et là, on nous demande de plus dépenser. Donc ça, déjà, gros changement de paradigme. Deuxième erreur, enfin, c'est pas une erreur, mais première erreur, c'est de penser que en fait, l'argent, ça résout les problèmes. Nous, on a essayé parce on avait toujours été assez contraints en termes de budget. On se dit: «Bah, c'est super, avec plus de budget, on peut faire plus de choses». Et c'est une vraie erreur, c'est qu'en fait, avec plus d'argent, on peut faire peut-être mieux les choses, mais nous, on a essayé de faire trop de choses. Donc, on a recruté, trop vite, on a recruté 100 personnes en 6 mois. L'argent, permet pas, de faire plus de choses, elle permet de faire mieux les choses. Donc première erreur, on a recruté trop de monde. Troisième erreur, mais qui était une erreur collective, c'est qu'on devait devenir une boîte américaine, donc on était forcé de recruter aux États-Unis et donc on est passé en gros rapidement de 2-3 personnes aux États-Unis à quasiment 80 personnes aux États-Unis, À 200 000 $ par personne. à 200 000 $ par personne. Donc le burn a explosé, ce qui était contraire avec notre volonté d'efficience. En fait, il y avait pas mal de choses contradictoires. On devait être plus efficient, mais devenir une boîte américaine et un gros problème de culture. C'est-à-dire qu'une des erreurs qu'on a faites, c'était que j'avais sous-estimé la différence culturelle. On travaille pas de la même manière avec les Américains, c'est pas les mêmes process. Et la principale erreur qu'on ait faite, c'est d'essayer de mettre la tech aux US. Et en fait, on a eu un CTO américain avec maintenant une moitié des équipes ingénieurs aux États-Unis produits et l'autre moitié en France travaillant sur les mêmes produits, 9 heures de décalage horaire. Et on a fini par virer tout le monde aux États-Unis et garder toute la tech en France. Et maintenant, on développe des nouvelles équipes tech sur des produits spécifiques aux États-Unis. D'accord. Oui, parce qu'on dit souvent les ingénieurs français, ou en tout cas, c'est ça, les talents français sont excellents, forcément un peu moins chers que les Américains. Donc mettre la tech en France et le business aux US, c'est la recette un peu, c'est la recette qui fonctionne. Est-ce que c'est le cas pour Nous, c'est clairement ce qui fonctionne. Après, les Américains ont un génie côté produit qu'on n'a pas forcément. Ils ont un génie aussi côté scale. Le problème, c'est quand ton produit, je pense, n'est pas assez mature, pas assez processé, etc. Mettre des Américains, alors que nous, les ingénieurs français, ils sont créatifs. Ils sont un peu scrappy, et cetera. Ils peuvent faire beaucoup avec peu. Les États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. Donc, voilà, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qui marche très, très bien, c'est le corps de la tech en France. Le produit, peut être géré par les États-Unis, mais avec la tech en France et des produits très spécifiques avec de la tech aux États-Unis. D'accord. Et je voulais revenir sur un point, peut-être un peu plus sur ta psychologie. On a parlé du x10 en un an sur ton chiffre d'affaires. Tu as quand même une croissance qui est absolument exceptionnelle. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Comment tu fais pour, je sais pas, pour rester lucide? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que tu te vois construire un empire? Tu te dis, ça peut s'écrouler du jour au lendemain? Comment est-ce que tu arrives à gérer tes émotions dans un moment qui est à la fois hyper excitant et hyper effrayant? Bah, en fait, on déchante assez vite, hein, parce que donc on a cette croissance de x10, on lève 100 millions, on pense clairement qu'on est le roi du monde. On est à ce moment-là une tech hyper haute, hyper en vue, c'est toute l'envolée du métaverse. Nous, on fait de la 3D, du ML, donc c'est vraiment, voilà. Donc
jusqu'à mi-2022, ça, c'est vraiment, on est sur un track énorme. C'est agréable que c'est assez vertigineux, mais on n'a même pas le temps d'en profiter parce que très rapidement, mais moi maintenant, quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est le lendemain de la levée, en fait, le monde se retourne. Donc, éclatement de la bulle tech, le retail, avec l'augmentation des taux d'intérêt, s'inverse complètement. En plus, c'est post-Covid, donc l'explosion du e-commerce est en train de décliner et nous, on est full e-commerce. Ça s'inverse sur la réduction des budgets, tu veux dire Exactement, c'est-à-dire qu'ils étaient en budget d'expansion, voilà, et là, ils disent: «Attends, on coupe tout, le seul truc qui m'importe, c'est réduction du budget». Donc en fait, notre monde s'effondre un peu, du jour au lendemain avec on peut plus burner d'argent, donc il faut qu'on devienne break even, alors que jusque-là, la seule métrique, c'était la croissance. Maintenant, non, c'est la marge. On n'avait quasi jamais regardé la marge, donc ça, c'est première. Deuxièmement, nos clients coupent les budgets, donc même si on reste, le problème, c'est qu'on n'a plus d'hypercroissance. Or, on est fundé par des VC pour de l'hypercroissance. Pas de croissance égale quasiment de la décroissance pour nous. Donc là, très, très, très dur. Et troisièmement, ce qui arrive quand même en 2022, qu'on a un peu oublié maintenant, c'est la Gen AI. C'est-à-dire, 6 mois avant, on est une des techs les plus hautes de la planète. Et là, on ne fait pas de Gen AI. Donc, en fait, on est une legacy tech du jour au lendemain. Et donc, là, ce qui est difficile, c'est comment tu gardes un cap. Et on a mis 2 ans à le faire. Donc, premier élément, c'est arriver à convaincre tes investisseurs que, en fait, on ne peut pas être une boîte américaine. Alors, je veux dire, on ne peut pas avoir toutes 100 personnes aux États-Unis, ça ne marche pas. J'ai mis 1 an avant de les convaincre. Si on veut être break-even, il faut rationaliser. Il faut, en fait, arriver dans une phase de décroissance de la boîte. Il faut faire des choix difficiles. Si on veut avoir de la croissance efficiente, il faut choisir ses clients. Donc, il faut avoir que des clients avec des fortes marges. Et troisièmement, comment est-ce qu'on essaye de ne pas se faire happer par cette hype de la Gen AI en disant c'est bon, on bascule tout, on devient de la Gen AI. Et là, on met quand même 1 an pour se positionner en disant OK, c'est quoi notre vraie valeur? C'est quoi notre vision du marché? Comment est-ce que la Gen AI, qu'on ne connaît pas du tout à ce moment-là, on fait de l'IA comme tout le monde, on ne fait pas de l'IA générative, ça va nous transformer, nous tuer, ou est-ce qu'on est un accélérateur de l'IA? Et ça a été notre gros travail en 2023, de tout remettre à plat pour après, voilà, se relancer en 2024. D'accord. Et ça me fait penser à ce que tu dis. On dit souvent que entre la France et les US, bon, les US, c'est un espèce de cycle de vente qui est beaucoup plus rapide, mais les clients aussi se retournent beaucoup plus rapidement quand, voilà, et quand il faut couper, soit dans les budgets, soit parce qu'il y a un retournement de marché, alors que en France ou en Europe, c'est plus lent dans les 2 directions. Est-ce que ça, tu l'as vraiment vécu? C'est un vrai truc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, quand il y a des clients qui sont perdus, ils sont perdus, mais par contre, quand tu es dans une phase d'hypercroissance, ça croît rapidement. À quel point est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est une légende? Ah non, je pense que c'est très vrai. Les Américains sont beaucoup plus véloces dans tous les sens du terme. Donc, ils sont prêts à prendre des risques beaucoup plus rapidement, sur des budgets plus importants, et ils ont des cycles de décision plus rapides. Et effectivement, ça va dans les 2 sens. Quand tout va bien, on signe plus vite, on croit plus vite. Et quand il y a une remise en question, c'est une remise en question générale, sans appel. Et donc nous, ce qui nous a fait beaucoup de mal, mais pas qu'à nous, c'est l'IA générative, comme c'était cette espèce de promesse ça peut tout faire, c'est magique. Nous, en 2023, nos clients nous disent, en fait, on veut plus travailler avec vous, vous faites pas d'IA générative. On disait, mais en fait, l'IA générative, ça marche pas pour ce que vous voulez faire. C'est pas vrai, etc. Donc, on a eu beaucoup de clients qui ont coupé, qui ont arrêté ou arrêté les discussions. Donc C'est très vrai. ils testent et ils se rendent compte Voilà, que ils c'est testent. assez mature. Exactement. Mais il faut revenir en 2023-2024, promesse de l'IA, explosion des investissements dans l'IA, promesse que tout va être magique, et cetera. Et voilà. Ouais. Ça, vous le sentez venir un peu parce que, bon, tu as quand même des investisseurs, de tier 1 au niveau mondial qui sont au centre de la tech. Vous êtes aussi au centre de ces discussions. Bon, GPT sort ChatGPT sort, publiquement fin 2022, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, les gens connaissent, enfin, 6 mois, 1 an avant, ça, les gens commencent à savoir que ça va sortir. C'est des choses que vous avez un petit peu anticipées, que les investisseurs, enfin, sur lesquels les investisseurs vous posaient des questions, ou pas du tout? Alors, clairement, avant 2023, 0 question. 0 question. 0 question, parce que fin 2022, ça sort GPT, mais GPT-3, je crois, mais il n'y a pas vraiment d'image, ou c'est très loin de ce que ça peut faire, voilà. En revanche, à partir de 2023, c'est: «Pourquoi vous ne faites pas de la Gen AI?» Donc grosso modo, si on avait écouté nos investisseurs, en fait, on aurait dû tout lâcher pour faire de la Gen AI, on serait mort aujourd'hui.
Clairement, parce qu'en fait, et nous, ce qu'on dit en 2023, après analyse, donc le plus dur là, c'est de garder la tête froide. Et je pense que c'est ce qui est très, très dur, c'était très dur pour les entrepreneurs et là, je pense que c'est encore plus dur aujourd'hui avec les cycles d'innovation qui sont tellement rapides maintenant avec, l'IA. Mais c'est de dire: «OK, il y a ces promesses de l'IA, c'est quoi nos fondamentaux?» Nos fondamentaux, c'est être capable de transformer de la donnée 2D en donnée 3D. C'est quoi la valeur de ça et c'est quoi notre pari sur c'est quoi notre vision et c'est quoi notre pari sur le marché? Et quand on a fait ça, nous, notre vision a été assez clairement, on a dit au notre board, on a dit: «En fait, l'IA, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, il y a zéro defensibility». Ce qui est arrivé, hein, c'est que taper des LLM, voilà. Mais en revanche, ce qui a de la valeur, c'est, l'expertise verticale et l'expertise enterprise. Et nous, vertical, nous, c'était la 3D. Enterprise, c'était qu'on est dans les workflows. Et donc, nous, on a capitalisé sur ça pour reconstruire un produit qui, paradoxalement, maintenant, on était, 2022, on était très haute. 2023, 2024, on a une legacy. Et là, peut-être que maintenant, puisque la future promesse, c'est l'IA dite physique qui comprend les environnements en 3D, peut-être qu'on redevient un des éléments essentiels à l'IA par notre capacité à générer de la donnée 3D. Donc, en fait, le plus dur, c'est de garder la tête froide. Et garder la tête froide par rapport aux sirènes du marché, aux demandes des clients et aux demandes des investisseurs. Super transition, parce que j'allais te poser la question des défis aujourd'hui, des principaux défis de Infinite aujourd'hui. C'est quoi? Voilà, ce qui te garde éveillé le soir, sur les 6-12 prochains mois? Bah, nous, il y a plein de défis, hein, encore une fois, c'est moi, ce à quoi je pense nuit et jour, c'est comment est-ce que je peux leverager tout ce qu'on a construit en termes de savoir-faire, d'expertise, d'expérience, donc d'unicité technologique. Comment on peut leverager ça pour avoir le plus d'impact? Nous, on avait un marché initial, originel, qui était le retail. C'est d'utiliser cette capacité à, encore une fois, transformer de la donnée hétérogène, généralement en 2D, en données structurées 3D pour créer des expériences produits limitées. On s'est réinventé, on s'est repositionné, on est maintenant chez les plus grands retailers du monde. On a dû trouver donc le challenge dans le retail, là, c'est comment tu retrouves un nouveau cycle de croissance, alors que les budgets réduisent et je pense qu'on a la clé, avant de devenir cette plateforme, hein, qui fait le lien entre les retailers et leurs fournisseurs. Et ça, c'est un produit qui fonctionne, qui se développe, mais on va un peu plus loin aujourd'hui. Notre gros défi, c'est de dire, on pense que la plateforme qu'on a développée, toute cette techno, elle permet, d'embrasser une opportunité beaucoup, beaucoup plus grande qui est, la génération de données structurées pour entraîner l'IA de demain. Et nous, on a créé une des machines au monde, les plus performantes en termes de génération de données structurées en 3D, qui est, selon nous, essentielle pour entraîner, la robotique, ce qu'ils appellent les world models, donc la capacité d'un modèle de fondation à comprendre, générer et manipuler des espaces en 3 dimensions. Et donc, une des opportunités qu'on a et un des gros enjeux, un des gros défis, c'est comment on leverage toute cette techno, qu'on a développée, d'abord appliquée au retail, comment on le leverage pour devenir le fuel de l'IA de demain. D'accord, bah, écoute, on souhaite beaucoup de succès dans les prochains mois à toi et à Infinite, et à toutes tes équipes. Peut-être un mot de la fin ou un paragraphe de la fin. Tu J'imagine qu'avec du recul, il y a pas mal de choses que tu aurais faites différemment ou tu aurais aimé qu'on te donne ce conseil que tu as pas reçu. Si tu avais un tips, 2 tips, 3 ou 3 ou 10 à donner à des entrepreneurs qui nous écoutent et qui vont aller s'installer aux États-Unis ou qui pensent à aller faire une expansion américaine, heu, c'est quoi le truc, quoi? Il y en a peut-être beaucoup plus. Ouais, il y en a plein, mais c'est, bon déjà, moi je suis convaincu que alors c'est facile à dire et c'est peut-être pour légitimer qu'on en a fait beaucoup, mais on apprend que par les erreurs. Donc nous, ça tombe bien, on en a fait plein, donc on a pas mal appris. Mais, le premier élément, c'est ça, c'est un peu même en dehors des États-Unis, c'est que en tant qu'entrepreneur, on se dit toujours: «Bah, c'est super, la prochaine étape, ça sera plus facile». Non, en fait, chaque étape, elle est plus dure. Donc, la série A, elle est dure, la série B, elle est encore plus dure, la série C, elle est encore plus dure, chaque étape, a des nouveaux challenges et c'est encore plus difficile. Donc ça c'est le 1er élément. Deuxième élément, pour ceux qui veulent aller aux États-Unis, c'est il faut vraiment se poser les questions de pourquoi aller aux États-Unis? Moi, si c'était à refaire, je le referais, évidemment. C'est un marché extraordinaire, mais c'est des clés de lecture, c'est des mécanismes, c'est très différent. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi et avoir les bons moyens pour y aller.
Je pense que quelque chose que j'aurais fait, différemment, c'est, en fait, lever beaucoup d'argent, c'est pas la solution. Enfin, c'est pas une solution en soi. Encore une fois, avec plus d'argent, on fait pas plus de choses. Avec plus d'argent, on doit mieux faire les choses qu'on fait déjà. Mais penser qu'on va faire plus de choses, c'est une aberration. Donc, comment, un des gros sujets, c'est comment tu restes ultra focus quand tu as des moyens de faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Et je pense que ça c'est la clé. Et enfin, il y a 2 derniers éléments, c'est, en fait, paradoxalement, faut pas aller trop vite. Parce qu'en fait, on a l'impression que dans la vie d'une startup, 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est une éternité, ce qui est vrai, mais dans la vie d'une entreprise, c'est rien. Et en fait, on est là pour créer des entreprises, pas pour créer des startups. Donc quelquefois, en fait, il faut prendre le temps, de se repositionner, de garder la tête froide, d'apprendre, d'itérer rapidement, mais pour des décisions très, très, importantes, c'est ça. Et le dernier élément, c'est, il faut pas recruter trop vite. Parce que, nous, on a recruté trop vite, et ça nous a fait énormément de mal. Ça fait énormément de mal au cash, ça fait énormément de mal en perte d'opportunité parce qu'en fait, tu investis sur des gens, donc tu les recrutes 3 mois, tu les onboards 6 mois et cetera, donc en fait, tu perds 1 an. Et 3, ça fait énormément de balles à la boîte parce que ces changements, culturels de gens qui arrivent, qui partent, ouais, de morale, c'est extrêmement dur à vivre pour les équipes. Donc le recrutement, c'est un des sujets, il y a des boîtes qui font ça super bien, mais qui est difficile et que nous, en fait, on n'a pas réussi à scaler. Bon, beh, écoute, ce sera sur ces paroles, sages, ce sera ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, d'avoir accepté. C'était vraiment passionnant. Je pense super enrichissant pour tous les entrepreneurs qui voudront tenter l'aventure aux US. C'est la fin de cet épisode, et je vous dis à très vite sur Scale to America.